Est-ce que Johanna, Patricia, vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à présent, notamment sur cette dernière semaine ou même ce qu'on a vu précédemment? Alors moi, malheureusement, comme je te l'ai annoncé, j'ai pas avancé comme je l'espérais. Oui, Je t'ai donné la raison. J'ai fait mon maximum pour rattraper le retard. Voilà. Après, j'avais une question de façon plus générale. Est-ce qu'on va aborder au cours de la semaine prochaine un peu les méthodologies agiles, cycle en V, etc. ou pas? c'est en effet abordé le jour 2, jour 2 ou jour 3. On aborde les méthodologies projet. Donc c'est bien, ce sera bien une des thématiques de la semaine prochaine. D'accord, parfait. Merci, Joy. Toujours pas de son pour Patricia, Non, désolé. Patricia, on t'entend pas? Ça marche. Bah écoutez, on va démarrer. Je vais partager mon écran. Tac. Donc, durant cette semaine 3, on a abordé ce volet anticipation qui passe par la gestion des risques, des incidents et des problèmes. Donc, tous des aspects de gestion à proprement parler par rapport à la gestion de projet. Les risques, ils sont beaucoup dans l'anticipation. En effet, le but d'un risque, c'est de prévenir prévenir d'un incident qu'il survienne. Et c'est important de bien gérer les risques de manière régulière pour garder un petit peu aussi de contrôle sur le projet. Le but n'est pas d'être un monarque ou d'avoir l'anarchie sur le projet, mais plus d'avoir le contrôle dans le sens où vous savez ce qui peut potentiellement arriver et en fonction des conditions d'évolution du projet, en fonction d'événements qui peuvent survenir au sein de l'entreprise ou de l'environnement au sein des équipes, vous savez vers quelle ficelle vous allez plus accentuer l'effort de manière à éviter, limiter, réduire l'effet d'un risque et donc quelque part, c'est à ça que sert cette gestion des risques. Les risques sont là pour en effet anticiper des événements qui pourraient survenir sur le projet. Le but n'est pas non plus d'identifier des risques qui ont très peu de chances d'arriver ou qui sont totalement aléatoires. Par exemple, il m'est arrivé dans une entreprise d'arriver pour un projet. Alors, j'étais pas chef de projet à l'époque, mais le chef de projet avait un risque par personne de l'équipe projet par rapport au fait qu'il pourrait tomber malade. euh, et donc du coup, qu'il faut pouvoir pallier leur absence. Donc il y avait un risque qui stipulait risque d'absence pour maladie de telle personne de l'équipe projet ou de telle personne de l'équipe projet, etc., etc. Alors, ce genre de risque, quelque part, c'est un risque qui pourrait arriver à tout le monde, de tomber malade, ça fait partie de la vie. Donc quelque part, tant que c'est pas un risque imminent où on sait que la personne, est souffrante, qu'elle a souvent des visites à l'hôpital, et encore, ça rentre beaucoup dans le cadre personnel et privé et quelque part confidentiel de la chose, donc compliqué de gérer ça comme un risque. Mais, ce genre de fait-là, n'a pas nécessité d'être inscrit dans un risque puisque ce n'est pas forcément quelque chose d'avéré. Le risque est plutôt lorsque vous savez que vous avez affaire à une équipe et qu'elle est généralement absente pour fermeture, il ferme le service de telle date à telle date, disons de mi-avril à mi-mai, vous avez un risque justement que vos livrables ne soient pas à l'heure si vous attendiez l'implication de l'équipe de mi-avril à mi-mai. Ça, c'est un vrai risque à gérer puisque vous avez une information qui est véridique, vous savez qu'il y a une période d'absence, donc il faut pouvoir travailler avec cette information pour y pallier. Donc, c'est important de pouvoir associer un risque à un fait, à un contexte du projet, plutôt que juste des choses de la vie de tous les jours qu'on inscrit dans un registre et qui, pour le coup, ne peuvent pas vraiment être gérées. Donc, on va pas mettre
un backup derrière chaque personne, de peur que s'il tombe malade, et ben, du coup, on a du coup un levier, derrière. Donc non, on va travailler de manière positive, tout le monde est en bonne santé et si quelqu'un est malade, on verra. La revue des risques est importante, donc d'être bien, j'allais dire populé, d'être bien, renseigné. L'idée du registre est d'enregistrer tous les risques du projet, qu'ils soient ouverts ou fermés. Un risque, doit avoir certains paramètres, hein, vous l'avez, certainement vu, cette semaine ou tu le verras, Johanna et l'idée est de pouvoir avoir un ensemble d'informations qui permettent de qualifier un risque, et pouvoir y associer aussi une matrice. La matrice, c'est un petit peu le résultat, qui va permettre d'y associer une certaine criticité. Cette criticité, elle se calcule avec la multiplication de l'impact et de la probabilité du risque. D'un côté, la probabilité, donc comme son nom l'indique, quelle est, quelle est la chance, le volume de chance possible que ce risque arrive? Tandis que l'impact, c'est quelle force va avoir ce risque s'il arrive? Donc voilà les questions qu'il y a derrière probabilité et impact. Et cette multiplication d'informations va donner un risque à matrice faible, moyenne ou plutôt moyen pardon, ou plutôt fort. Donc avec ces zones vertes, jaunes, et rouges. Ensuite, pour, calculer cette matrice de risque, et là je vais vous faire une démo si, peut-être, vous n'êtes pas à l'aise ou même si vous êtes à l'aise, ça permettra de faire un petit rappel. Je vais reprendre, le contexte de l'anniversaire de mon neveu et je vais le prendre sous 3 cas de figure. Donc 3 cas de figure qui vont permettre de voir, sous quel résultat, on atterrit. Donc le risque numéro 1 que je vais, du coup replacer, va tenir compte de l'anniversaire qui se déroule bien pour mon neveu. Si vous vous rappelez, il est né le 8 novembre, et il souhaite faire, son anniversaire en extérieur. Enfin, on souhaite lui organiser une surprise en extérieur avec un baby-foot, géant, et l'idée est quelque part de pouvoir le faire, le dimanche. Donc, en effet, si cet anniversaire, a lieu en novembre, on peut identifier un risque qui est lié à la météo. Donc, le risque que la pluie, vienne, interrompre ou impacter la fête d'anniversaire, pour ce risque numéro un, au vu du contexte, la probabilité que la pluie intervienne à cette période, il est plutôt fort et l'impact que va avoir la pluie si elle arrive, il sera fort aussi. Donc là, quelque part, on a un risque très élevé. On va changer un petit peu de contexte de l'anniversaire et on va se dire que l'anniversaire a plutôt lieu on va essayer de le déplacer plutôt vers le mois de mai ou le mois de juin, où les beaux jours se font et à ce moment-là, on se dit que, même s'il a lieu en extérieur, on aura peut-être plus de chances, en tout cas moins de chances d'avoir de la pluie. Donc la probabilité que la pluie intervienne au mois de juin, ça peut arriver, mais c'est plutôt faible, donc du coup, c'est vraiment faible et l'impact, si la pluie intervient à ce moment-là, il sera fort. Parce que si vraiment il pleut, bah oui, la fête sera gâchée quand même. Maintenant, on va changer un petit peu le contexte et on va se dire que ça se déroule toujours au mois de mai. Par contre, on a cette option de faire cet anniversaire de manière couverte, donc soit dans un gymnase, soit avec sous toile de tente, et quelque part, on se dit que même s'il a lieu au mois de mai, on a cette action, dans le contexte de l'anniversaire, on a cette possibilité de jouer au foot en intérieur quelque part. Donc la probabilité au mois de mai que la pluie intervienne, sera toujours faible et l'impact que va avoir la pluie sur l'anniversaire sera faible aussi puisque de toute façon, même s'il pleut, on aura la possibilité de continuer la fête d'anniversaire. Donc vous voyez avec ces 3 contextes différents, ces 3 cas de figure, on a, cette possibilité de pouvoir jongler sur, où le risque va être en termes de résultats. Et donc c'est plutôt comme ça, qu'on calcule, la matrice de risque et qu'on calcule du coup sa criticité. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport au risque? Oui, j'ai une question de Joy. Il faut bien pour la matrice, identifier une échelle parce qu'avec, du coup une correspondance. Parce que si on prend, l'exemple avec, le dernier exemple, où il y a un peu plus de niveaux, Oui. dans ces cas-là, on n'aura pas forcément le même résultat. C'est vrai.
C'est vrai. Le résultat ne sera pas le même si on est une matrice à 3, 4 ou 5 niveaux. Et là aussi, je vous dois une explication. Pourquoi on a ces différents types de matrices? Faut savoir que peu importe le niveau de matrice que vous allez choisir, il faut que ce soit le même pour tous les risques, du projet. On ne peut pas utiliser une matrice à 3 niveaux pour un risque, puis une matrice à 5 pour un autre risque. Ça n'aurait pas de sens, il faut que ce soit cohérent. Vous avez vu là, il y a 3 risques qui sont affichés sur le même schéma, ça n'aurait pas de sens d'avoir des risques répartis sur plusieurs matrices. Il faut utiliser la même. Ça, c'est une première chose. Ensuite, quel est le choix à faire entre une matrice à 3 niveaux, à 4 ou à 5 niveaux? Tout va dépendre surtout du volume de risque que vous avez au sein du projet. Si c'est un risque à forte criticité ou à fort potentiel pour avoir un volume de risque important, vous allez plutôt vous orienter vers une matrice à 5 niveaux, puisque on va vouloir accentuer la granularité des risques. Grosso modo, on va vouloir classer les risques de manière la plus fine possible, de manière à ce qu'on puisse le trier aussi plus facilement. Quelque part, vous voyez la différence qu'il y a sur les zones rouges, par exemple, entre la matrice à 3 niveaux et la matrice à 4 ou à 5 niveaux, on n'a pas le même nombre de cases. Quelque part, on aura des risques qui seront certainement plus forts, en tout cas, il y aura une distinction entre des risques très, très forts et des risques un peu moins forts, mais toujours dans cette zone forte. Et quelque part, l'idée, hein, et c'est ce que je partage sur la plateforme, lorsqu'on fait une revue de risque, l'idée est de ne pas revoir peut-être tous les risques. L'idée est de prendre 1 heure, par exemple, et de se dire qu'on se focalise sur les risques les plus importants. Donc, en effet, si vous avez 10 risques à gérer dans l'entièreté sur votre registre, ça peut se traiter en 1 heure. En revanche, si vous avez une trentaine, quarantaine de risques, et du coup, vous avez une matrice à 5 niveaux, là, peut-être que le commanditaire dira, bah, on va se focaliser d'abord uniquement sur les risques à matrice forte, hein, donc à criticité forte. Et puis, si on n'a pas fini au bout de l'heure, on passe au niveau médium, etc., etc. Et le fait de tacler, en tout cas d'identifier, de travailler sur les risques les plus forts, le but derrière ça, c'est de se dire, on va travailler sur les risques qui ont une très forte probabilité d'arriver ou qui vont avoir un très fort impact et l'idée de pouvoir résoudre ces risques ou en tout cas trouver la solution qui va permettre de mieux les gérer. C'est important de travailler de cette manière-là, de manière à avoir aussi un peu plus de contrôle. Merci. D'autres questions par rapport aux risques? Pas pour moi. Ensuite, les incidents. Donc les incidents sont soit une résultante d'un risque, donc dans ce cas-là, il y a un risque avéré, finalement il pleut, donc ce n'est plus un risque, mais c'est un incident. Donc le risque est fermé et on ouvre un incident. Soit c'est un incident qui n'a jamais été identifié comme un risque et donc quelque part on se dit que c'est un incident qui survient, c'est pas un problème en soi, ce n'est pas grave si un incident survient et qui n'a pas été identifié comme un risque, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, on doit, dans les 2 cas de figure d'ailleurs, on doit l'enregistrer dans le registre approprié. Donc là, le registre des risques est à peu près similaire au registre, le registre des incidents, pardon, est à peu près similaire au registre des risques, si ce n'est que par rapport aux incidents, il n'y a pas cette variable de probabilité, puisque la probabilité est qu'en fait, il est déjà là. Donc il n'y a pas cette notion-là. Donc on enlève cette partie matrice, mais du coup, l'impact qu'a le risque va directement qualifier le risque sur sa criticité. Donc les risques, eux aussi, peuvent être donc classés, hein. On peut les classer des incidents, pardon, j'arrête pas de fourcher. Donc les incidents peuvent aussi être classés, des incidents les plus forts ou plus faibles, et on peut aussi les traiter de cette manière-là. Les incidents sont, eux, plus opérationnels. Ça veut dire que ce sont les personnes qui ont des réalisations au sein du projet qui, eux, vont recenser les incidents. C'est eux qui vont être impactés par un incident. Donc quelque part, l'incident doit être enregistré, et même s'il dure qu'un jour, une demi-journée ou une semaine, ça n'a pas d'importance. Il faut qu'un incident puisse être enregistré dans son registre. L'idée est de pouvoir, par la suite, se dire, avec la classification qu'on a pour les incidents, combien d'incidents ont impacté le périmètre lié à la partie, je sais pas, bancaire, puisqu'on parle peut-être d'une application bancaire, ou combien d'incidents ont touché les services administratifs. Du coup, on a cette catégorie. Ça permettra de savoir
Ensuite, peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, de faire un calcul sur les incidents et de se dire, avec un retour d'expérience, se dire: «OK, en fait, qu'est-ce qui nous freine le plus? Quel est le domaine, qui est plus impactant pour nous?» Ça permet aussi peut-être de mieux concentrer l'effort et peut-être aussi de travailler sur une gestion de problèmes. Et là, j'atterris sur le 3e volet. La gestion de problèmes, est plus quelque chose de conséquent. Les problèmes sont soit la résultante d'incidents répétés. Donc on se dit qu'on a un incident qui a été résolu une première fois, une deuxième fois, une 5e fois, une 10e fois. Même s'ils ont été résolus rapidement, ils surviennent quand même. Donc il y a peut-être un problème de fond qu'il y a à traiter. Il y a peut-être une activité à réaliser qui va permettre, de se dire: «OK, on traite l'incident, on traite ces incidents comme un problème et on se dit qu'on ne veut plus en avoir». Donc l'idée avec notamment les 2 méthodologies que j'ai proposées, sur la plateforme, donc Ishikawa et les 5 pourquoi, l'idée est de pouvoir se dire comment, en tout cas, quelle est la source, la vraie source, du problème pour éviter que ces incidents se répètent? Ou si c'est un problème plus général, on se dit qu'il y a peut-être un problème de procédure, qu'une information qui transite pas d'un point A à un point B, qui est pas forcément enregistrée comme un incident et du coup, on se dit qu'il y a un problème à résoudre puisque c'est quelque chose de conséquent. Dans les 2 cas, Ishikawa, par exemple, est une méthodologie qui permet de manière collégiale, donc ça veut dire avec plusieurs personnes, des personnes qui ont peu ou beaucoup de connaissances par rapport au problème en question et qui vont pouvoir apporter un petit peu leur point de vue par rapport à ce problème. L'idée de pouvoir qualifier, donc avec Ishikawa, il y a 5 arêtes, donc la matière, le milieu, et cetera. L'idée de pouvoir se dire, en qualifiant le problème, hem, en ressortir quelle en est vraiment la source. Et avec le point de vue de chacun, ça alimente ce diagramme en arête de poisson et ça permet d'en ressortir, derrière les différentes possibilités de résoudre le problème ou en tout cas d'en identifier la source pour mieux le résoudre. Et de manière cyclique, vous allez pouvoir, retourner sur ce problème et vérifier que le problème ne survient pas et du coup, que les incidents ne se répètent pas ou bien que le problème général ne survient pas non plus. Il y a aussi la méthode des 5 pourquoi qui est plus, qui peut être plus utilisée de manière individuelle, dans le sens où pas forcément besoin on peut, mais pas forcément besoin d'être plusieurs pour traiter un problème. Il suffit simplement de se poser la question «pourquoi» 5 fois au bon endroit, donc sur le la bonne partie du problème pour en identifier la cause. Donc sur la plateforme, hein, j'ai proposé un 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 cas de figure lié, à des vélos, qui subissent des crevaisons avec les 2 méthodologies. Comme ça, vous avez pu voir ou vous allez voir, comment se traite, ce genre de problème. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ensuite, l'autre partie de cette semaine était liée à la surveillance. Donc, la surveillance, elle passe par 2 types, de suivi, celle du budget et celle du projet. Celle du budget, alors le budget, je peux vous dire, hem, il est pas ce n'est pas nécessaire pour un chef de projet, de gérer le budget. Tout va dépendre du contexte, du projet. J'ai travaillé dans des projets où j'avais la main sur le budget de A à Z, à la signature des contrats, à l'embauche au recrutement d'externes, de consultants, et il y a des projets, sur lesquels je travaille sur des projets aujourd'hui où je ne traite pas du tout de la partie budgétaire, et que la gestion de projet est un petit peu différente. Mais c'est important de savoir que ça existe et c'est important de savoir aussi, que lorsqu'on a un projet qui est ségrégué en plusieurs parties, en plusieurs phases, en plusieurs sous-phases, en plusieurs lots de travaux, c'est important d'y associer le budget qu'on a prévu, donc le budget alloué pour chacune de ces ségrégations. Le budget alloué, le budget prévisionnel, le budget consommé sont 3 paramètres qui sont importants de définir pour chaque partie, de ce projet. Donc les lots de travaux ont un budget alloué, un prévisionnel, un consommé. Les sous-phases, qui sont le niveau un peu au-dessus, ou bien les lots de travaux peuvent aussi être associés à une sous-phase, ont aussi ces 3 paramètres. Et les phases qui contiennent plusieurs sous-phases, peuvent aussi avoir ces 3 paramètres. Ça permet
lorsque vous avez un comité de pilotage dont vous verrez un peu les dessous la semaine prochaine, en jour 1, vous avez la possibilité de donner plus de finesse sur comment le budget est consommé, comment le budget avance et vous pouvez descendre sur les parties les plus fines possibles, donc jusqu'au lot de travaux. Cette vision-là permet aussi, de rendre confiance en commanditaire en lui disant: «Mais voilà, c'est sous contrôle, là on avait prévu de consommer tant, on en est à tant, là on a consommé tant alors qu'on a prévu tant», et quelque part ça rassure. Parce que lorsque vous avez la main sur le budget, vous avez la main sur l'investissement que l'entreprise a prévu sur le projet que vous devez guider et quelque part c'est important, de un petit peu rendre, l'image de cette maîtrise. Ensuite, le suivi du projet. Il passe Il ne passe pas uniquement par rapport au suivi du budget, il passe aussi par la progression du projet et quelque part, l'association des 2 vous donne encore plus de crédibilité. Pourquoi? Parce que si je dis au commanditaire: «Ben voilà, on a livré 50 des activités, donc on est plutôt bien, il reste, 6 mois, on a prévu un projet d'1 an, donc on en a la moitié, donc c'est plutôt bien». Est-ce que vous pensez vraiment que c'est plutôt bien? En fait, ça veut rien dire du tout. Si vous en êtes à 6 mois, du projet, vous avez livré la moitié, mais que vous avez consommé 90 du budget, ah ben là, c'est plutôt pas bon. Donc, quelque part, le fait d'associer, ce que vous aviez prévu, donc quelque part, vous dites: «Commanditaire, on a livré, 2 sous-phases sur 5, on a consommé, les 3/4 du budget, mais on avait prévu de consommer les 3/4», bah, vous êtes plutôt en bonne phase. C'est comme ça que c'était prévu. Les phases restantes sont des phases mineures et cetera. En revanche, si vous dites: «Ben, on a consommé, hem, 1/3 du budget ou un peu moins, et quelque part on avait prévu de consommer plus», le commanditaire dit: «Ah, il y avait peut-être une surestimation de votre part, bah, j'aimerais bien peut-être récupérer du budget pour l'associer à autre chose». Ça, c'est aussi important de pouvoir le partager. Ou bien si vous avez surconsommé, c'est important de le partager aussi puisqu'il faut pouvoir terminer le projet. Donc si vous en êtes à 90 de consommation, des sous, de l'entreprise, alors qu'il vous reste, un paquet de choses à faire, c'est problématique et donc il faut tirer la sonnette d'alarme en disant: «Mais voilà, on est en surconsommation, on aimerait peut-être en avoir un peu plus. Est-ce que c'est possible ou pas? Sinon, le projet ne peut pas se terminer». C'est une forme de proactivité. Donc voilà comment, la surveillance du projet peut être opérée. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette partie-là, qui était la dernière slide, de la semaine. J'ai une question, mais désolée par avance parce que peut-être c'est abordé au sujet des sessions, mais le budget prévisionnel, heu, si on passe par des prestataires, pour mettre en place une solution, par exemple, faut bien qu'ils nous donnent des éléments parce qu'on Oui. comment on peut, en tant que chef de projet, pour dire: «Bon, OK, on part sur un budget alloué, mais on peut, peut-être prévisionner, un peu plus» et en fait, on n'a pas ce côté technique pour dire, «Bon, bah, en fait, au niveau du curseur, si la solution ne peut pas la mettre en place, sur certaines entités, ben, on va devoir peut-être consommer plus». Donc est-ce que du coup, à quel moment, en fait, pour cette partie prévisionnelle, il faut réunir et qui est partie prenante pour identifier ça? Alors c'est vrai, le budget alloué et le budget prévisionnel sont les 2 paramètres les plus importants puisque le consommé, il est facile à calculer quelque part puisque c'est ce qui a été réalisé. Hem et en effet, pour la partie prévisionnelle, il faut pouvoir installer une routine qui permet de remettre en question de manière continuelle ce qu'il reste à faire et du coup, comment, le reste va être consommé. Grosso modo, c'est de se dire, si en effet je fais appel à des prestataires pour réaliser, un lot de travaux, ou réaliser des activités dans le projet, donc des phases, des sous-phases, l'idée est de se dire que par rapport au contrat qui a été signé et sur lequel, j'ai prévu tant de consultants pour tant d'activités, si en effet j'arrive à cette date-là et on me dit, bah, finalement en fait, le reste à faire c'est beaucoup plus, c'est là que le prévisionnel est important d'être recalculé et en effet, il est nécessaire d'utiliser les prestataires avec lesquels on travaille pour, le réévaluer, donc oui, pour moi, pas le choix, que de les utiliser. Mais ce qui est aussi important de savoir, c'est que pour, préparer cette partie budget alloué, donc quelque part le budget du business case,
il faut aussi utiliser les prestataires en se disant, en leur demandant, vous en tant qu'expert, combien de temps est nécessaire? Combien d'heures sont nécessaires pour réaliser ce projet? Puisque c'est ce que tu vas inscrire dans le business case et donc quelque part, le contrat qu'on va avoir avec les prestataires doit refléter ce qui est dans le business case. Si je prévois d'utiliser des consultants pour 30 000 euros, c'est parce que j'ai vu avec les consultants, ou en tout cas leur hiérarchie, que 30 000 euros en volume d'heures, ce que vous voulez, est nécessaire pour cette activité. Mais si je le fais de manière arbitraire, il me faut 30 000 euros. Il commence et puis il me dit, en fait, il en faut 70. Ok, là, je vais avoir un souci. En effet, par rapport à ça, et c'est la dernière partie de ce que tu me disais, il faut toujours prévoir une variable, un buffer, un matelas, puisqu'en effet, un projet n'est toujours qu'une estimation, une projection. On va forcément avoir des découvertes en faisant, et c'est pour ça que plus on est tôt dans le projet, plus le buffer, le matelas va être un peu plus important. En effet, chaque entreprise a aussi ses politiques par rapport à ça, en se disant, il y a une entreprise dans laquelle j'ai travaillé qui disait que à la fin de l'initiation, il fallait 30% en plus. Dès qu'on était au milieu, enfin à un tiers, on descendait à 20%, donc ça veut dire qu'on réduisait le buffer, et au milieu, on réduit à 10%. Et en effet, plus on avance dans le projet, plus on a la visibilité sur ce qui reste à faire, et donc moins on devrait avoir la nécessité d'avoir un matelas. Donc tout va dépendre de comment fonctionne l'entreprise. Mais c'est toujours important de défendre, vous, en tant que chef de projet, dire c'est bien, moi j'ai prévu ça, mais il y a des choses, il y a des incertitudes. On va forcément découvrir des choses. Je veux bien avoir 10% en plus par rapport au consultant, on ne sait jamais. Et ça, c'est important de le préciser. Si demain on ne vous la loue pas, c'est pas un drame, mais au moins vous avez tiré la sonnette en disant je veux tant de budget, mais dans ce budget, il y a tant de buffer. Je ne peux pas avancer sans. Je ne peux pas me dire que ce qu'on va faire sera à l'exactitude. Il y a forcément des découvertes qui vont être réalisées. Donc ça veut dire qu'il faut inscrire dans la matrice des risques la notion de budget. La notion de budget peut être inscrite dans la partie risque, mais quelque part, si la réponse au risque, c'est avoir une contingence, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, donc cette partie matelas, une fois que la contingence est inscrite, le risque est fermé ou réduit, ou en tout cas, l'idée est de se dire que s'il y a une contingence, le risque est moins fort que s'il n'y en a pas du tout. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Je t'en prie. Patricia, est-ce que tu as des questions? Tu peux les écrire dans le chat si tu veux. Ou faire le langage des signes, mais je m'y connais pas trop. Si pas de questions, je ne sais plus si je vous ai transmis un email concernant les infos de modalité à l'examen. Je ne sais pas si je l'ai partagé? Si, Ok. oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela ou pas? Oui. Allez, vas-y. C'est le fait que Word soit imposé. Est-ce qu'il y a une autre possibilité ou pas? Pour moi, il n'y a pas de blocage. C'est inscrit que c'est Word qui sera utilisé? Oui, alors attends, je peux reprendre le mail. Ta, ta, ta. Parce qu'en effet, Word est soumis à une licence, et je sais qu'on peut ouvrir des documents Word avec Gmail. Enfin, ça se fait. Enfin, en tout cas, moi, j'utilise Gmail pour lire vos réponses. Certains ont écrit un document Word, je l'ouvre dans Gmail, il s'ouvre quand même. Oui, Ouais. ça sera possible du coup, en Ah oui, passant oui, comme c'est tout ça. à fait possible. L'idée est que tu ouvres avec ce que tu peux ouvrir, mais si tu as une adresse Gmail, c'est très bien puisque tu peux ouvrir tout type de documents. Et j'ai aussi une adresse Outlook, sans forcément avoir de licence, je peux les ouvrir aussi. Ouais, Donc, parce que c'est écrit effectivement, inscrire, pour pouvoir s'inscrire à la certification, il y a 3 prérequis. Bon, alors avoir complété l'intégralité du parcours, disposer d'un ordinateur avec webcam, micro, d'une connexion internet et un logiciel vous permettant d'ouvrir un document Word. oui, c'est ça. Donc, Gmail, si on t'envoie le document sur ton adresse mail et que c'est une adresse Gmail, je me rappelle plus c'est comment est ton adresse, tu peux tout à fait l'ouvrir. Oui, c'est Gmail, ouais. Ok. Euh,
Et donc du coup, on a 2 heures, Oui, qu'on doit passer sur notre ordinateur yes. et à la fin des 2 heures, on est du coup, comment ça se passe? On est averti que c'est la fin et on transmet, Oui, vous êtes averti que c'est la fin et en effet, vous devez retransmettre le document, je pense via l'adresse mail vers laquelle vous l'avez reçu, avec l'ensemble des réponses et en effet, au bout de ces 2 heures et pas plus. Mais, enfin bon, je pense qu'il y a un petit délai de quelques minutes, après, mais l'idée est de pouvoir bien recevoir les réponses, qui sont inscrites sur votre document. Ensuite, nous aurons quand le même oui, vas-y, dis-moi. non, vas-y, je t'en prie, Joy. Non, nous aurons quand même une session de préparation à l'examen. Je crois que je l'ai inscrit dans le mail. Donc il y aura 1 heure de préparation à l'examen sur laquelle je vais en fait vous guider sur, les différentes questions possibles, comment y répondre, mais aussi sur la partie, formelle, donc notamment, le document, bien avoir à disposition, la charge sur l'ordinateur et cetera. Enfin plein de petits conseils, technico-pratiques, qui vous permettront d'assurer de bien passer l'examen. Et donc du coup, vous serez avec toutes les personnes qui passent l'examen sur la même session que vous. Et c'est un format QCM ou ça a rien à voir? Ah non, ce sera un format plutôt avec un cas pratique, donc et un cas pratique qui sera exposé, certainement avec des annexes, et l'idée est qu'on va vous poser des questions, au sujet de ce contexte, sur un positionnement de chef de projet. Et quelque part, le but sera de répondre à ces différentes questions en donnant un maximum d'informations, de détails sur comment vous agiriez en tant que chef de projet, pour répondre à cette problématique. Donc, une question, bête, hein, je dirais, mais si par exemple on vous dit, comment, vous organisez, le travail des équipes, pour qu'ils puissent bien répondre au cahier des charges? Alors la question me paraît un peu vaseuse, mais en fait, il s'agit d'organiser une équipe. Organiser une équipe, ça se fait au travers de différentes réunions possibles. Soit on fait des réunions en physique, en visio. L'idée est de faire un comité projet dans lequel, je vais partager les différentes informations au départ sur les différents livrables, inscrire les différentes activités qui sont nécessaires pour faire ce livrable, les critères d'acceptance et je vais avoir ce comité de projet toutes les semaines de manière à pouvoir suivre le projet, et être sûr qu'on est sur la bonne voie. Ce genre de réponse, hein, sans forcément, avoir lu, une réponse, ben, l'examinateur derrière, il se dit: «Ah bah, c'est très bien ça. Joanna, elle parle comme une chef de projet, elle a compris. Elle a compris comment il fallait organiser un petit peu les équipes». C'est ce que veut, interpréter l'examinateur. C'est savoir si vous avez un raisonnement de chef de projet. Il y aura pas il y aura pas d'exposé avec, le coût du projet, la période de rentabilité et cetera, avec derrière: «Calculez-moi le ROI». Non, ça, il y aura pas. C'est des maths plus qu'une activité de chef de projet. Alors oui, ça sert, mais on peut avoir une réponse, qui parle sur les ROI où on dit: «Bah, en effet, pour que le projet soit rentable, on va calculer la rentabilité du projet avec le ROI et cetera». C'est un indicateur qui peut être pris en compte, dans la viabilité du projet, mais vous aurez pas à calculer un ROI, à connaître la formule par cœur. Cette formule, elle est générique, et toute entreprise a une interprétation de ce ROI. Donc, en fonction des salariés, du taux de présence, et cetera, il y a une variable qui est appliquée par rapport à ce ROI qui n'est pas toujours la même dans les entreprises. Donc, ça n'a pas de nécessité de vous poser ce genre de questions. D'accord, merci. Je t'en prie. D'autres questions? Non, j'ai pas moi, de mon côté, j'ai pas d'autres questions. Ça marche. Et je vois que Patricia non plus. Eh bien, écoutez, je vous propose de clore pour cette semaine. Ah oui, donc là, enfin, vous l'aurez, hein, je vous le transmets après la classe virtuelle. C'est le Ishikawa, on a vraiment une arête de poisson par rapport au sujet du vélo avec les clous. Donc, bon, je vous le transmets aussi avec le corrigé des exercices. Vous pourrez le voir. La semaine prochaine, ce sera la finalisation du projet et la capitalisation. Donc, on va parler du comité de pilotage, du comité de projet. Il y aura les différentes méthodologies. On va parler aussi clôture du projet.
Donc, c'est en effet une étape importante, une semaine importante. Il n'y aura qu'un exercice, je crois, durant cette semaine, donc ce sera assez light en termes de rendu. En revanche, ce sera assez dense par rapport aux méthodologies. Donc, restez bien accrochés pour bien suivre cette semaine de formation. Ça marche. Merci Joy. Je t'en prie, je vous en prie. Bel après-midi à vous, excellent week-end et j'attends vos exercices. Ouais. Promis. À Bon bientôt. week-end. Au revoir. Au revoir.